Bonjour Michel, Bonjour Julia. bienvenue dans cette cave, Merci. dans ce lieu souterrain, sous terre. Euh, J'aimerais avoir tes impressions sur ce lieu et voilà. Pas du tout. Oui, sur ce lieu qui a quelque chose d'organique, de minéral peut-être, avec toutes ces pierres. Je sais pas ce que tu y vois, ça m'intéresse beaucoup de d'avoir ton regard sur cette ambiance. Bah, je trouve ça très très joli, très mignon. J'adore les pierres. Et j'adore ces endroits à Paris. Il y en a partout en fait, des caves. Euh, Ça donne envie de faire la fête, ça donne envie de faire des concerts. Je pense à la cave de... J'ai des amis fromagers qui sont pas très loin d'ici, à Paris en tout cas, et qui ont une cave en dessous de leur fromagerie et on boit du vin, on mange du fromage. Voilà, ça me fait penser à ça. C'est drôle que tu parles d'emblée de cette fromagerie parce que en préparant ce rendez-vous, j'ai Fromage. j'ai mangé du fromage. Mais surtout, j'ai réfléchi à ce que tu m'évoquais, à la fois en tant qu'artiste, en tant que personne sans le violoncelle, en tant que tout. Et il y a trois choses qui sont, qui, m- qui me sont apparues comme évidentes. Euh, la première, c'est l'idée de ressources, qu'on pourra creuser un peu après. L'idée de ressources et plus que ressources, l'idée de racines. Euh, et puis l'idée de partage. Et je rebondis sur l'idée de partage par rapport à cette fromagerie, mais par rapport à tellement de choses qui te constituent, de choses que tu construis. C'est l'importance de la collectivité, l'importance de la transmission, et à quel point, en fait, tous tes projets, peut-être pas tous, mais beaucoup de tes projets sont, ont, sont- ont comme but principal de transmettre, de partager, en fait. Et c'est quelque chose de très, très beau. Euh, mais pour revenir d'abord à l'idée de ressources et de racines, je me suis dit, mais pourquoi racines avec Michel Chou et je crois que c'est lié à deux choses, et après je te laisse la parole, c'est promis. Euh, D'une part, quand tu joues du violoncelle, il y a quelque chose de très ancré, mais c'est plus que l'ancrage, il y a quelque chose des profondeurs. Et ce lieu peut-être est un clin d'œil à ça, il y a quelque chose de... Comme si... Je sais pas si c'est bien de le dire comme ça, mais comme si tu tirais ta force des profondeurs de la terre. C'est ce qui se ressent. Il y a quelque chose qui vient de très 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 loin. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et puis, et puis, je pensais à cette idée de racine. Je me suis dit, mais en fait, Michel, elle a une passion pour les plantes. Elle a une passion pour les plantes et tu partages aussi tes plantes. Tu partages tes boutures. Tu fais pas seulement que regarder, faire naître, grandir tes plantes, mais oui, tu les partages, tu les donnes. Euh, donc voilà, je voulais peut-être commencer par là, par ton rapport à la nature et à ces plantes. Pourquoi elles ont une place aussi importante dans ta vie? Quand tu m'as dit racine, j'ai immédiatement pensé à, va savoir pourquoi, à de la gentiane. Et j'ai pensé après à de l'alcool. Je pense que c'est parce qu'on venait de parler de cave et de fêtes. Mais tu sais, moi j'aime beaucoup, je fonctionne souvent comme ça d'ailleurs, avec les images qui viennent et j'aime bien accorder de l'importance à ce qui vient toujours en premier. Et là, c'était ça. Bon, en tout cas, c'est effectivement une plante. J'aime beaucoup les plantes. Et j'ai un rapport à la nature qui est particulier parce que je suis très citadine en fait. J'ai toujours vécu en ville. Je viens du Havre, qui est quand même une grosse ville, avec une ouverture bien sûr sur la mer, j'habite à Paris maintenant, enfin à côté. Mais c'est vrai que j'adore les plantes, je les fais pousser, j'ai mon potager sur mon balcon. Je saurais pas dire pourquoi exactement. J'ai beaucoup jardiné avec ma grand-mère quand j'étais enfant, avec mes deux grands-parents d'ailleurs. Ils avaient un jardin, planté des radis et tout. Je vendais, je vendais ses propres plantes à ma grand-mère.
mais genre cher, tu vois. Genre 5 francs, la rose que je venais de taillader dans son bosquet. Voilà. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ton appartement, sans toutes ces plantes, ce serait insoutenable ? Parce qu'il y en a quand même... Alors, je ne sais pas si à quel point on peut décrire ta maison, mais il y en a beaucoup. En tout cas, la dernière fois, moi, que je suis venue, j'en ai vu beaucoup, et c'est vraiment c'est comme si les murs... Enfin, ça fait partie des murs, il y a une vraie vie des plantes. C'est pas seulement une plante ou même 5-6 plantes dans la maison. Ça constitue... Moi, je le vis comme ça constitue les murs, la maison, et c'est ça qui est très beau aussi. Mais il y a plusieurs choses, je pense. Je crois que c'est un peu de l'ordre du rituel, déjà. Aller regarder chacune de mes plantes chaque matin, voir s'il y en a une qui tire la tronche, s'il y en a une qui a besoin d'eau, s'il y en a une qui, au contraire, a fait une petite pousse, et c'est trop mignon, et je m'extasie. Donc, il y a quelque chose un peu du rituel, chaque jour. Aussi, le temps de l'arrosage, c'est con parce que voilà, je pourrais faire toute autre chose. J'ai gratté le micro. Il y a aussi le temps de l'arrosage, qui est plutôt le soir, au moment où je vais arroser mes tomates, mes piments et tout sur mon balcon. C'est juste trop bien. C'est un peu un moment où je pense plus trop. Je suis dans une espèce de transe, de donner de l'eau à mes plantes. Enfin, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Donc je pense que je viens chercher ça. Et puis je viens aussi chercher le style, quoi, parce que c'est beau d'avoir des plantes chez soi, et je sais pas que c'est insoutenable de pas en avoir, mais je juge carrément les gens qui n'ont pas de plantes chez soi. C'est pas vrai. Mais c'est très beau, j'aime les voir, c'est beau, c'est coloré. Parce qu'il faut savoir aussi s'en occuper, comme tu dis, c'est-à-dire que c'est pas seulement les avoir chez soi, les choisir, mais c'est les faire vivre chez soi. Oui, enfin, c'est de l'ordre de l'expérimentation, en tout cas, parce que j'en ai fait crever un sacré paquet quand même avant de... Mais ouais, c'est ça qui est chouette aussi, c'est mettre la main... C'est un peu comme la cuisine, ou comme faire une pâte à pizza, où c'est au bout d'un moment, tu le sens, tu sens le truc, mais il faut un peu expérimenter avant, faire beaucoup de bêtises. J'en ai tué quand même quelques-unes. Et tu dirais que c'est un rapport solitaire ? C'est-à-dire que c'est important que tu sois seule avec tes plantes quand tu t'en occupes ? Ou c'est un moment à toi ? Ou c'est quelque chose que tu pourrais faire, je sais pas, planter des fleurs ou des légumes, des fruits en groupe ? Je sais pas si c'est quelque chose qui t'appartient. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est plutôt solitaire, dans ce sens que c'est un moment de recueillement, quoi, pour moi, presque un peu méditatif. Mais par contre, j'aime vraiment partager le résultat. S'il y a une nouvelle petite pousse, alors là, je vais appeler quelqu'un, je vais dire mais regarde, il y a une nouvelle pousse. Voilà. J'ai besoin de partager quand même. Et pourquoi c'est important aussi Enfin, c'est important, c'est un plaisir de donner carrément ces boutures. Je sais pas trop. J'offre les boutures aux personnes qui me les demandent, déjà. C'est aussi un cadeau d'anniversaire pas cher. Je recommande. Si on n'a pas d'argent, hop, on arrache un bout de sa plante, on la met dans la terre et ça fait un beau cadeau. D'ailleurs, tu m'avais offert un noyau d'avocat. Tout à fait, t'as fait mourir. Le jugement. Voilà. Alors, je l'ai fait mourir. Non, il est mort après quand même, peut-être même 1 an, je sais pas, mais en tout cas, il y avait une vraie croissance. Je t'avais peut-être fait une photo, je sais pas, mais au bout d'un moment, oui, c'est... C'était un autre. C'est un autre. Mais oui, c'est... Pour le coup, moi, ça m'impressionne toujours de voir en fait le soin qu'on peut... la capacité de soin qu'on peut donner à ces plantes, parce que moi, j'ai rien. J'ai même pas un cactus chez moi. Pour l'instant, j'ai pas de chez moi, mais... Et oui, quand tu parles de rituel, c'est pour ça que je te demandais si c'était soutenable de ne pas avoir de plantes chez toi. Effectivement, c'est peut-être pas aussi crucial, mais
tu parles quand même de rituel, de quelque chose, d'un rituel le matin, le soir, de parler, de se retrouver, peut-être avec toi, et c'est peut-être pas quelque chose que tu as besoin de faire avec le violoncelle, par exemple, ou avec quelque chose d'autre. C'est-à-dire que c'est un plaisir ou une importance que tu ne retrouves nulle part ailleurs. C'est juste, en fait, tu parles du violoncelle. C'est vrai que j'ai besoin, et je pense que les plantes, ça en fait partie, de sortir de la musique à des moments. Il y a 2 choses qui me font sortir de mon métier, en fait, même si c'est un métier que j'adore et que le violoncelle, c'est évidemment aussi méditatif et aussi un peu spirituel, à certains endroits. Mais il y a 2 choses qui me font sortir de la musique, c'est les plantes, c'est le jardinage et c'est la cuisine. Quand je coupe des carottes, c'est vraiment un moment où je pense à plus rien, en fait. Je mets vraiment mon cerveau en veille. Et c'est aussi ça que je vais chercher. Et est-ce que justement cette pratique de la cuisine elle a besoin d'aboutir à un partage? Ou est-ce que ça peut être juste pour toi? Non, alors, j'adore cuisiner pour les autres. Vraiment, ça c'est... Je trouve que le repas, c'est tellement un moment important, d'être entre amis ou avec la famille, ou alors dans le cadre d'un festival que j'organise, où le moment du repas, je trouve qu'il est vraiment important. Il se passe beaucoup de choses. Et par contre, pour moi, je prépare toujours des plats... c'est vraiment un temps que je prends. Un temps que je prends tous les midis, même si je suis un peu dans le rush. Je vais quand même découper des légumes et tout. Je vais jamais faire un truc... faire réchauffer un plat. En fait, c'est trop de plaisir pour moi. Si j'enlève ça, ma journée, elle est un peu nulle, quoi. D'accord, donc c'est vraiment un truc de quotidien. Ouais. Donc c'est un soin, en fait. C'est un rituel. Un rituel. Je crois. Un rituel plus qu'un soin. Ouais, c'est un moment de rien. C'est un moment de détente pour moi. C'est un moment de plaisir, de détente. Ouais, c'est un soin, oui. Tu parlais justement de ton festival. Et ça me ramène à le premier mot qui m'est venu. Et c'est peut-être curieux, tu me diras si tu trouves ça curieux. Mais j'ai pensé à ressources pour toi parce que ce qui me frappe quand je pense à ce que tu fais, à ton parcours jusque-là et à aussi ce que tu dessines. Quand je dis ce que tu dessines, c'est que souvent quand on parle, je vois soit des idées, des projets se dessiner dans ta tête parce que j'ai la chance de pouvoir écouter un peu tes cogitations et de devoir réfléchir et construire des choses. L'idée de ressources, parce que tu n'es pas seulement violoncelliste, mais j'ai la sensation qu'en fait, tu transformes, tu développes des capacités au gré de désirs, d'idées qui te viennent. Et c'est pas donné à tout le monde, ça, de pouvoir non seulement écouter son désir, mais d'être prêt à, en fait, de se jeter à l'eau. Ou en tout cas d'essayer d'expérimenter, comme tu le disais, par exemple à faire un documentaire, parce qu'à ce moment-là, j'ai eu cette idée, et alors j'y vais, et je me forme, je fais des choses avec les moyens que j'ai, et j'y vais. Le festival, toutes les formations musicales qui ont été les tiennes, même si certaines, tu les as arrêtées, d'autres, tu les continues, mais voilà, t'as eu un duo avec guitare, t'as fait du tango, t'as eu un trio de tango. T'es en duo avec Paul, t'as fait ce festival, t'organises des formations pour aider les autres à faire des dossiers de bourse, t'as fait justement ce documentaire, t'es allé, et tu nous en parleras, jouer, et plus que jouer, surtout, t'as fait des interventions cette semaine en prison pour écrire des textes avec des détenus. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est infini et qu'à chaque fois, oui, il y a une capacité qui se développe parce qu'il y a ce bouillonnement et parce que tu as des ressources infinies.
En tout cas, c'est pas que je me lasse vite, mais c'est que je pense que je serais bien incapable d'avoir un seul peut-être métier. J'ai l'impression que c'est une question de curiosité, à mon avis. Je suis assez curieuse d'expérimenter des choses et de varier les plaisirs, en fait. Effectivement, je suis violoncelliste depuis... je suis diplômée du conservatoire depuis 2015, donc ça fait... ouais, je suis nulle en maths. Moins de 10 ans, mais ça fait quand même... 8 ans. 8 ans, merci. Je suis pas très bonne non plus, hein. Pas très rapide en tout cas. Et 8 ans, donc ça veut dire que tu joues du violoncelle depuis... Bah, je gagne ma vie, on va dire, avec ça, depuis 8 ans. Oui, mais t'as commencé à quel âge? Oh, bah j'ai commencé à 7 ans, j'ai commencé à 5 ans avec le piano, avec ma mère. Donc, effectivement, en fait, depuis 8 ans, je suis professionnelle, mais depuis très longtemps. Et donc, j'ai vraiment ressenti le besoin, à un moment donné, d'aller expérimenter d'autres choses, pour la plupart qui sont quand même vraiment pas si éloignées non plus de ma pratique de violoncelle. Voilà, ça reste un peu dans la sphère musicale et culturelle. Quoique, là, j'ai une nouvelle... exclusif pour toi, Julia. Je vais m'inscrire à une formation de pizzaiola bientôt. Voilà, c'est mon nouveau truc. Incroyable. Mais ça fait sens aussi parce que j'ai envie d'organiser des concerts un peu différents. J'ai envie de pouvoir cuisiner aussi. Voilà, c'est un peu tout est lié, mais... Enfin, pour répondre à ta question, ouais, c'est la curiosité, l'ennui peut-être aussi de faire une seule et même chose qui me pousse à explorer un peu d'autres activités. Je crois que c'est important c'est vrai que c'est pas facile à faire, mais c'est important d'écouter son désir et de se rappeler quand même chaque jour que voilà, on n'a qu'une vie. Enfin, c'est un peu bête dit comme ça, mais non, c'est pas bête du tout. Mais on n'a vraiment qu'une vie et faut en profiter à fond et se donner les moyens, tout en faisant évidemment attention. Enfin, de pas se mettre en péril peut-être. Voilà, moi il y a un moment où j'avais vraiment envie un peu d'arrêter carrément les concerts et tout, ça m'avait traversé en tout cas. Et faut quand même faire attention, faut manger quoi, faut vivre, gagner de l'argent. Mais ouais, faut quand même s'écouter. Et comment elles arrivent ces envies? Est-ce que c'est toujours sous la même forme, une idée, peut-être un manque qui te fait réfléchir à ce que tu pourrais faire pour combler ce manque, une lassitude, par exemple l'idée du documentaire. Alors, le documentaire est né à une période où peut-être on était encore plus en détresse et il fallait absolument soit trouver une nouvelle idée, ou enfin, il y avait peut-être ce côté urgence qui a fait naître cette idée, mais est-ce que ça peut t'apparaître, je sais pas, justement, entre une séance de travail et un épisode de série, de te dire en fait je vais faire ça? Est-ce que ça vient de quelque chose que tu lis, que tu peux écouter, d'une discussion? Ou est-ce que tu as un réservoir là d'idées? T'as peut-être 25 idées déjà. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui prend du temps, qui s'active un peu tout doucement dans ma tête et qui peut se révéler au bout d'un moment, mais qui est quand même le fruit d'un truc, d'un processus assez long. En tout cas, pour reprendre l'exemple de la formation cuisine, en fait, ça fait des années que j'adore cuisiner, j'en parlais tout à l'heure. Ça fait des années que je réponds à cette question quand on me demande qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'étais pas violoncelliste, je réponds cuisinière. Et peu à peu, donc ça a mis quand même vraiment du temps, peut-être, je sais pas, 10 ans, qu'un jour je me dis, mais en fait, si j'aime tant ça, j'ai qu'à m'inscrire à une formation, j'ai qu'à la faire. Et puis voilà. Donc c'est long, en fait, quand même, j'ai l'impression. Le documentaire, effectivement, c'était plus soudain et plus... un truc un peu pulsionnel qui nous avait traversé parce qu'on était en pleine crise sanitaire, qu'on n'avait vraiment rien à faire, qu'on avait envie de s'exprimer. On ne pouvait pas le faire à travers nos instruments, à travers les concerts. Et voilà, j'ai eu envie de
de faire un documentaire. Et ça, j'ai l'impression que c'est arrivé comme ça. Mais j'ai toujours eu en moi, depuis enfant, ça c'est certain, le goût de créer via différents médias. J'adorais faire des bijoux, j'avais écrit un journal, une gazette. J'aimais bien organiser un tas de trucs. Et j'ai l'impression aussi, ça je me suis fait la réflexion il y a quelques temps, que en fait je suis assez manuelle. J'aime bien faire des trucs manuels. Et j'aime bien donc le violoncelle. J'aime la cuisine, j'aime le travail de la terre, ça les ramène à plantes. ça. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir fait des études générales, ça m'a un peu fait oublier ça. Que je suis allée arriver au lycée, j'ai commencé à dire je veux faire Hippocagne, ou je veux faire de la philo, de la littérature. Et en fait, c'est pas du tout moi. Moi, je suis quelqu'un plutôt manuel, plutôt dans des trucs un peu... L'artisanat. C'est ça. Donc je suis en train peut-être de renouer avec ce truc ancestral de mon enfance. Et est-ce que tu crois que justement le côté artisanal, c'est aussi une manière d'être plus directement lié aux gens, c'est-à-dire de peut-être ramener plus facilement ce que tu fais, ton activité, que ce soit effectivement de la cuisine, de la musique, mais aux autres, pour les autres? En tout cas, une chose est sûre, moi ce qui m'anime dans la vie, c'est particulièrement les réunions de gens. C'est que les gens se rencontrent, c'est ce que je fais un peu avec les festivals, enfin j'essaie de le faire. C'est ce que j'imagine aussi pour mon projet de pizza, camion pizza, concert. En tout cas, il y a un truc de... Ouais, j'aime faire la fête, j'aime passer du temps avec les gens, j'aime les rencontres, j'aime que les gens se rencontrent. Et si je pouvais faire que ça, en fait, je serais ravie. C'est ce qui se passe aussi un peu avec les concerts. C'est des rencontres avec un public, avec aussi des organisateurs. Il y a quelque chose là-dedans qui me plaît énormément. C'est drôle parce que tu dis... très souvent, on entend j'aime rencontrer les gens, et je pense c'est ce que tu dis. Mais tu as dit aussi j'aime que les gens se rencontrent. C'est-à-dire l'idée que de la rencontre, mais indépendamment de toi. C'est-à-dire de créer cette possibilité sans forcément être dans la rencontre. C'est-à-dire créer l'espace, la situation pour que, effectivement, il y ait du contact, mais quelque part au-delà de toi. Et c'est assez... Encore une fois, c'est très beau parce que je sens et je sais qu'il y a un plaisir de voir du lien se créer et d'être consciente d'avoir donné la possibilité à des gens qui peut-être auraient jamais, je pense au festival, lors d'une soirée, se seraient jamais rencontrés, se seraient jamais parlé, le temps d'un concert et d'une rencontre après, de se connaître et de créer ce lien-là en fait. Mais en tout cas, je trouve que c'est tellement nécessaire dans une société, c'est tellement... moi, c'est ce qui me fait aussi vibrer, ce qui me fait du bien, c'est d'aller au concert, c'est d'aller au cinéma ou d'aller au resto ou de sortir. C'est pas que pour l'expérience culturelle ou pour le film, ou c'est aussi pour rencontrer les gens, pour être ensemble. Et je trouve ça hyper important. Tout le tissu associatif... dont on parle beaucoup en ce moment, qui vit des heures un peu compliquées. Enfin, c'est parce que les subventions, tout ça. Mais en tout cas, c'est hyper important pour souder une société, pour souder les gens, animer un quartier, proposer des activités pour tous et toutes. Donc moi, c'est un truc que je trouve vraiment important. Enfin, il y a une démarche aussi... un petit peu militante dans mon cas, en tout cas avec les 2 festivals que j'ai. Il y a vraiment ça en fond de toile. Ça se dit fond de toile? Ça se dit, c'est très, très poétique. Ça se dit pas du tout. En toile de fond. Voilà. Mais c'est poétique également. Fond de toile, fond de tiroir. Tiroir, il y a ça vraiment dans les tiroirs, quoi. Bah, ça marche. On va la garder, celle-là. C'est essentiel, voilà, je trouve. On a besoin d'être ensemble.
j'aimerais, du coup, si tu veux bien, qu'on parle de la semaine que tu viens de vivre un petit peu. Avec le duo Brady, c'est ça? C'est ça. Je te laisse. Le duo Brady, qui est donc mon duo du violoncelle, et l'association Le Ponton des Arts, qui est l'association que j'ai fondée il y a peut-être 4 ans maintenant. Et on a eu envie de proposer à des centres de détention des ateliers d'écriture, de mise en musique et aussi du concert, quoi, purement. Donc voilà, en fait, on s'est entouré d'une personne, Marie Vève, qui est une fille incroyable, qui a énormément travaillé déjà en centre de détention et qui connaît bien, qui a fait plein d'ateliers. Donc on a porté ce projet tous les 3. Donc Paul et moi, duo Brady, et puis Marie. Et il y a un dossier qui a été accepté dans le centre de détention de Oermingen. Donc c'est en Alsace, enfin dans le Bas-Rhin, je crois exactement, à la frontière avec l'Allemagne. Et donc la semaine dernière, nous étions tous les jours, tous les après-midi, avec les détenus qui s'étaient inscrits aux ateliers. Et c'était une expérience folle. Moi, j'avais déjà donné des concerts ponctuels c'était des maisons d'arrêt, par 2 fois. J'avais adoré l'expérience, mais voilà, c'était presque un concert normal. Enfin, c'est-à-dire pas de lien ouais, entre... pas de lien. On avait bien sûr discuté avec les détenus qui étaient là, mais c'était pas... un petit peu comme on aurait discuté avec un public, quoi. Il n'y avait pas la notion de passer du temps ensemble, beaucoup de temps ensemble, de se revoir chaque jour. Et c'est ça qui était vraiment intéressant et beau et émouvant aussi, c'était de se revoir chaque jour. Alors, parfois, il y en avait qui venaient plus, et ça, c'est aussi la prison, c'est un peu... À des moments, c'est un peu... pas décevant, mais on peut être très ému pour quelque chose, et puis en fait, qui va s'évaporer parce que finalement, on ne sait pas pourquoi, mais ils viennent plus, Mais globalement, on a eu un petit groupe de 8 détenus qui sont venus. Et donc, ils ont écrit des textes. Alors, certains ne voulaient pas, et puis d'autres étaient à fond, et il y avait plein de trucs à dire. Évidemment, c'est pareil, le moment de la restitution, le concert, c'était super émouvant parce qu'ils ont lu leurs textes. On avait travaillé ça ensemble pour qu'ils projettent la voix, pour qu'ils trouvent un bon rythme, ou alors carrément qu'ils chantent. Il y en a un qui a chanté. Mais du coup, vous jouiez, vous les accompagnez? Ouais, c'est ça. On leur demandait quelle musique ils voulaient pour leur texte. Et donc, si c'était un tempo plutôt rapide, plutôt lent, plutôt triste, plutôt joyeux, plutôt rythmé, au contraire très vaporeux, et puis ils choisissaient que chez les cases et on leur faisait un morceau sur mesure, quoi. Excellent. Et mais improvisé sur le moment, ou vous avez... Sur le moment, complètement improvisé, puis après on s'est mis à travailler, quoi. D'accord. Et la restitution, c'était ouf parce qu'ils y sont allés à fond et tout. Et moi, je me suis vraiment fait la réflexion que ce qui m'avait beaucoup, beaucoup plu dans ce projet, évidemment, c'était d'abord le fait de les faire sortir de leur quotidien. Surtout que c'est un endroit, un centre où il y a très très peu d'activités, donc en fait ils font rien la journée, ils regardent la télé, ils font leur promenade l'après-midi, ils regardent la télé, ils dorment, enfin voilà. Et donc là ça se sentait qu'ils étaient trop contents, même s'ils n'étaient pas à fond sur le violoncelle, sur l'écriture et tout, la poésie, mais trop contents de faire autre chose et de voir des gens aussi qui les considéraient d'égal à égal, en fait. On n'était pas là pour se mettre dans une posture particulière, on était juste là pour travailler des morceaux. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est que c'est des gens, franchement, il fallait qu'on se retrouve en prison pour passer du temps ensemble. On se serait jamais... on n'aurait jamais passé du temps ensemble dans la vraie vie, dehors du centre. Et ça, je trouve ça fou, en fait. C'est qu'on s'est vraiment marré. Il y a eu des moments où, franchement, j'étais hilar avec des détenus que jamais j'aurais rencontrés sinon, parce que, c'est normal, on est tous dans un écosystème. Moi, je suis beaucoup avec des gens qui me ressemblent. Eux, dans la vie, sont beaucoup avec des gens qui leur ressemblent. Et donc, c'est aussi montrer que, en fait, ça marche. Que finalement, on peut se retrouver et on a des points de
Ouais, des trucs communs, quoi, au final. Et j'ai trouvé ça trop bien. Je sais pas si eux se le sont formulés comme ça, mais en tout cas, on a vraiment passé des bons moments à des moments. Et puis ce qui semble fou aussi, c'est de se dire qu'il a pu se passer ça, et émotionnellement aussi, que ça a été fort à l'intérieur. En t'écoutant, je me posais la question du lieu, en fait. À quel point le lieu, pas seulement la rencontre, mais le lieu où on se rencontre. Et ce que tu disais, oui, c'est fou, parce qu'il y a vraiment cette tension entre le lieu de la prison, en fait. Rien que le mot, ça ferme quelque chose pour... non seulement pour les gens qui sont en prison, mais pour les gens qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de frontière indépassable quelque part, et vous êtes allé en prison. Et en fait, recréer alors je sais pas si on peut parler de... Non, c'est pas de la magie, mais en tout cas un moment d'échange qui a du sens à un moment donné. Après, on en fait ce qu'on veut, mais à l'intérieur d'un lieu... qui peut faire peur, ou alors qui est interdit, ou alors qui est, en tout cas, qui est pas un lieu où on va naturellement. Et cette tension-là, elle est assez vertigineuse, en fait. Enfin, d'avoir pu vivre, j'imagine, en fait, j'étais pas là, mais j'imagine d'avoir pu vivre quelque chose d'aussi fort et qui t'accompagne, parce que tu disais, avant qu'on démarre, mais voilà, qu'en fait, ça t'accompagne, que tu y repenses, que j'imagine que ça transforme, en fait. Ouais, ça m'accompagne. Là, depuis que je suis rentrée, ça fait quelques jours et j'y pense, je les imagine, je revois leur visage. J'essaie de bien les mémoriser tous, je sais pas pourquoi. Mais je me dis, il y avait lui. Et puis je les imagine là, dans leur cellule. En tout cas, c'était des rencontres riches. Il y a eu des moments très émouvants, des moments où... plus tendax aussi, bien sûr. Tendax parce que... Alors tendax léger. Hein. En plus, ils sont vraiment genre très très polis et très très gentils parce que ils veulent, en faisant ces activités-là, probablement qu'ils vont bien se faire voir aussi par l'administration pénitentiaire ou par le SPIP, par le juge, je sais pas trop comment ça se passe, mais donc globalement super bien, mais tendu parce que c'est difficile de faire écrire un texte à quelqu'un qui l'a pas fait peut-être déjà de sa vie, et puis pas fait depuis un moment, et puis qui a un peu, quand tu fais rien de tes journées, c'est quand même... Et donc c'était dur à faire sortir parfois. Et il y en avait un, je me souviens, qui me disait, Madame, j'aime pas ça, l'écriture, ça me saoule, puis je fais plein de fautes, pas du tout confiance. Globalement, ça revenait tout le temps, c'est des gens qui n'ont pas du tout confiance en eux, évidemment. Et c'était très bizarre pour eux, je pense, d'être un peu valorisés, en fait. Ça n'a pas dû leur arriver depuis un moment. Je vois mal les gardiens de prison dire, mais c'est super ton truc là, c'est super. Enfin, j'en sais rien, peut-être qu'ils sont sympas, mais... et là, voilà, c'était un peu des fois difficile. Il fallait trouver le truc pour réussir à leur faire sortir quelque chose. Alors des fois, on me posait la question, mais parle de la prison, parle de ce que tu vis. Et puis là, parfois, il y en avait qui étaient chauds et d'autres pas du tout. Donc, il fallait un peu gérer le truc. Qu'est-ce que tu réponds, en fait, face à leur... alors, soit leur ennui, leur manque de confiance, la page blanche, le refus aussi? Déjà, il faut accepter tout. Moi, j'ai pas trop insisté. On n'a pas trop insisté quand il y en avait qui voulaient pas écrire, parce que s'ils étaient déjà contents d'être là, à nous regarder, puis à penser à autre chose, c'était déjà tout gagné. Enfin, voilà. Mais sinon, il fallait trouver peut-être la porte d'entrée, quoi. Il y en a un qui va peut-être venir au festival. Absolument. Il y en a un, je croise les doigts, vraiment, qui sera sorti bientôt et qui m'a dit qu'il viendrait à la semaine classique du Lavoir. Donc ça, je serais refaite vraiment si ça arrive. Je serais trop contente. C'est vraiment toute l'idée à la fois du festival et à la fois de ces ateliers. Enfin, c'est fait pour ça, la musique, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. À quel point, alors il est peut-être encore trop tôt pour le dire, pour savoir, mais je parlais de transformation tout à l'heure, à quel point toi, après cette semaine-là, même dans ta manière de jouer pour eux, pour les accompagner, et même en général d'avoir cet auditoire,
est-ce que tu dirais que ça t'a transformé et si oui, comment? Transformer, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, ça a fait bouger des choses. Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti autant d'émotions, que j'avais pas été aussi remuée et que j'avais pas considéré que vraiment mon métier avait du sens. Ça faisait un moment que j'avais pas ressenti ça à ce point-là. Donc en ça, je me sens un peu transformée parce que je crois que j'ai envie d'en faire plus. J'ai envie d'y retourner en fait. J'ai hyper envie d'y retourner. Et donc ça va certainement réorienter un tout petit peu mon métier, mon projet professionnel. Et c'est vrai que de sentir que c'est aussi important, que ça fait autant de bien et que c'est un merveilleux moyen aussi d'aller à la rencontre de gens vraiment différents. J'ai oublié le début de ma phrase. Enfin, en tout cas, j'ai envie de recommencer très vite. Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule? À quel moment? Parce que tu parles de renouveler l'expérience, de peut-être réorienter la manière dont tu fais de la musique. Bon, ça a beaucoup de sens par rapport à, de toute façon, la personne que tu es, mais est-ce qu'il y a eu un moment de bascule où tu as compris que tu faisais de la musique justement pour ça et pour les autres? Parce que au moment où on commence petite à jouer d'un instrument, on ne se pose pas encore toutes ces questions-là de pourquoi j'en fais. Est-ce que c'est pour moi, pour mon plaisir? Est-ce que c'est parce que je vois les effets sur les gens qui m'écoutent? Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule? Enfin, en tout cas, à quel moment, toi, t'as compris que c'était ça qui primait sur peut-être ton plaisir à jouer? Le regard des autres, en fait, il a toujours, je crois, existé dans ma tête, mais pas dans le bon sens. Enfant, je me souviens évidemment au conservatoire des auditions, des examens, et j'avais bien conscience que je jouais devant les autres et c'était quelque chose de compliqué. Et j'ai toujours été assez traqueuse en fait, enfin aussi. C'est un métier pas facile pour ça quand même, la musique. Donc évidemment, j'aime jouer pour les gens et je suis heureuse si ça peut faire du bien. Mais en tout cas, ces expériences-là, comme que ce soit la prison, que ce soit des publics particuliers, des publics vraiment qui en ont besoin, c'est vrai que ça donne encore plus de sens au regard des autres. Et ça permet, moi, de faire un petit peu la paix avec ce regard-là, qui était peut-être compliqué justement parce que c'est pas très naturel d'avoir des gens qui nous regardent s'agiter sur scène et faire de la musique, c'est pas très naturel en vrai. Et quand les choses ont vraiment une utilité, un sens comme ça, c'est beaucoup plus simple et ça fait vraiment encore plus plaisir de jouer. Oui, en plus là, il y a un stade encore plus en avant que simplement jouer pour les autres ou jouer pour les autres puis ensuite se rencontrer. C'est vraiment créer ensemble. Et oui, c'est là, ça c'était ça aussi. Qui est très fort aussi. C'est les accompagner, donner la possibilité de créer, être au service quelque part, en tout cas au début, pour à la fin donner quelque chose de vraiment collectif. Et on y revient en fait. Et la collectivité prend un tout autre sens, parce que c'est pas seulement être ensemble, mais c'est faire ensemble. Et oui, peut-être que c'est le point ultime, la chose la plus importante et la plus forte. Oui, tout à fait. Là, je pensais, c'est vrai, au concert de restitution, d'avoir joué mon répertoire devant eux, mais le fait d'avoir travaillé ensemble, c'est sûr que c'est encore autre chose et c'est incomparable parce qu'on était presque collègues à un moment donné, on se posait dans un coin, Paul et moi, et puis un détenu avec son texte, et puis on cherchait à mettre en valeur tel truc, on lui disait là tu vois, tu devrais prendre plus ton temps et tout, et de voir qu'ils étaient à fond, super concentrés, et, avec une envie de faire une performance qui soit bonne, ça c'était vraiment ouf.
Et tu crois que quand tu parlais de sens, là, est-ce que tu t'aurais pu te dire, je sais pas si tu te l'as dit consciemment, mais là, il y a du sens? En tout cas, là, j'étais très émue. Et franchement, un gars comme ça qui est enfermé toute la journée et qui écrit, qui met ses tripes sur la table, alors que probablement dans la vraie vie, je sais pas, probablement qu'il y a des écrivains en prison, mais en tout cas, eux, ils avaient pas l'air d'avoir écrit beaucoup dans leur vie. Et c'était... Je me suis pas dit sur le coup, mais en tout cas, j'avais beaucoup d'émotions, quoi. Est-ce que toi, tu écris? Non, pas du tout. Non. Et c'est amusant parce qu'on a fait tous les exercices préparatoires avec eux. On a joué le jeu. Marie, qui donc dirigeait un petit peu la séance, qui avait l'habitude de proposer des ateliers d'écriture, elle avait plein de petits exercices, petits jeux hyper rigolos, notamment les cadavres esquis. Tu vois, on écrit une phrase, machin, donc ça c'était trop drôle et on se les passait et on était au milieu des détenus et on se faisait passer le truc. Après, il a fallu faire l'apologie d'un objet du quotidien, donc on avait chacun le nôtre. Moi, j'ai tombé sur la brosse à dents. Autant te dire que c'est dans ma bouche, non. C'est long et fin et poilu au bout, non. Bon, et donc c'était marrant. Et oui, parce qu'il fallait pas citer le mot dont on parlait. Enfin voilà, tous ces jeux d'écriture, ça m'a éclaté. Et c'est en ça que je dis que, d'ailleurs, on a passé de très bons moments ensemble parce qu'on s'est bien marré. Et je me suis rendu compte que j'étais tout à fait en difficulté. C'est pas un truc que je fais, non. Écrire des textes, je suis très sensible, j'adore la littérature, j'adore lire la poésie, les chansons. Mais moi-même, je suis plus à l'aise à écrire de la musique, clairement. Mais justement, je me faisais la réflexion que c'est un exercice difficile à demander à quelqu'un d'écrire, surtout si t'as pas l'habitude de faire ça. Ouais. Parce que c'est non seulement... Bon, ça peut mettre face à des complexes, mais surtout face à soi, en fait. Et comme tu dis... Et quand je te posais la question de qu'est-ce que toi, tu réponds face à cette page blanche, en fait, c'est parce que justement, comme tu le disais, tu peux pas répondre grand-chose parce que tu peux pas forcer quelqu'un à se regarder ou à s'introspecter, ce qui ne se dit pas du tout, mais à entrer en introspection. C'est vrai, c'est très compliqué, et surtout que c'est à la fois des gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire, mais qui n'ont pas l'habitude de livrer leurs émotions collectivement devant tous les copains. J'ai pris conscience que ceux qui étaient là aussi, c'est des gens qui assument de venir à l'atelier, et c'est pas évident parce que on entendait des bruits de couloir, tu vas au truc musique, mais c'est nul, pourquoi tu fais ça? Et l'autre tenait les bons et disait si ça me fait du bien, si c'est bien, ils sont sympas. Enfin, il faut assumer de venir, et donc c'est nous on était là, on est artistes, je veux dire, on a l'habitude de mettre un peu nos émotions comme ça sur la table, sur scène et tout. Enfin, eux c'était vraiment un exercice difficile, et d'ailleurs il y en a qui ont préféré ne pas le faire, et il y en a un qui a dit moi si je pars, je préfère pas, parce que si je commence à parler de mes émotions, de la prison et tout, il a dit je suis un peu sanguin. Je dis en effet, on va rien écrire du tout. on va chanter. Non, mais enfin, il voulait pas dire qu'il allait s'énerver, mais ça sentait qu'il était au bord des larmes et tout. Et qu'il n'allait pas maîtriser son... Peut-être, voilà. Donc on n'a pas poussé, c'est un exercice super difficile. Et ceux qui avaient envie de le faire, c'était aussi des gens qui avaient le besoin de le faire, et on leur a juste donné le cadre, quoi. Mais ça se sentait, il y en avait qui étaient tout de suite à fond, et qui... D'ailleurs, il y a eu des très beaux textes, en rime et tout, j'ai vraiment halluciné. C'était beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes, ça m'a surprise, mais très jeunes. Je suis plus si... c'est-à-dire, je suis plus si jeune, en fait. Mais 23, 24, 25, j'ai trouvé ça quand même jeune. Peut-être même 20. Et eux, donc, écoutant beaucoup de rap et tout, super fort, quoi. En texte, en rime et tout de suite, c'était... C'était groovy. C'était groovy. S'ils m'entendaient, ils seraient là, bouh, madame. Ils disaient madame. Ils disaient madame. Ouais, mais bon. Et cette position-là, justement, d'être... De dame. De dame. Est-ce que... comment tu t'es sentie dans cette position ?
Eh bien, c'est pas évident d'être... J'avais l'impression de les infantiliser un peu des fois. Et ça, c'était un peu ce qui me gênait. J'avais l'impression, en leur faisant faire les petits exercices, les cadavres esquis et tout, au Lascar, là, voilà, devant moi, je me disais, je sais pas. Et en fait, force était de constater qu'ils ont adoré, que ça leur a vraiment fait changer d'air, en fait. On se rend pas compte de ce que c'est d'être voilà, quand même en prison, je pense. Mais au début, j'étais un peu mal à l'aise avec ça. J'étais aussi un petit peu mal à l'aise, mais ça n'a pas duré longtemps, du fait d'être extérieure. J'avais un peu peur, tu sais, comme de dire à un aveugle, tu vois, et de trop parler de l'extérieur. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un truc qu'ils adoraient. Ils nous posaient plein de questions. Et vous allez faire quoi ce soir Et vous rentrez en voiture. En fait, bah, ça les fait un peu rêver aussi, quoi. Donc finalement, ils nous ont mis assez à l'aise. Très vite, on s'est senti à l'aise d'être dans notre position, notre rôle, quoi. Et tu dis, je voudrais renouveler l'expérience, j'imagine peut-être aller plus loin. Est-ce que tu penses déjà à comment refaire la même chose, mais autrement? Est-ce que... Bah moi, j'ai envie d'emmener toutes mes copines. J'ai envie en fait, bah, déjà d'aller dans peut-être d'autres lieux, voir un peu des choses différentes. J'ai pensé vachement aux arts plastiques, parce qu'ils avaient aussi, j'ai l'impression, envie de dessiner. Et j'ai pensé à une copine qui est graphiste, avec laquelle je travaille très souvent, Anne-Lise, qui, je me suis dit, je l'ai trop vue là, je me suis dit, il faudrait amener plein de trucs différents, il faudrait faire un atelier pizza, enfin j'ai envie de tout faire. J'ai envie de... Mon rêve absolu, ce serait de faire un documentaire. C'est ça? Tu pensais à ça? Pas du tout. Si, non, moi je pensais... Mais vas-y, je te dirai après ce que je pensais. Bah, j'aimerais trop filmer tout ça. Enfin là, on n'a pas du tout eu le droit. Donc je pense que les équipes qui viennent filmer, parce qu'il y a des très très beaux documentaires sur la détention qui existent, c'est des trucs pro, quoi. C'est pas... puis très très anticipé, puis c'est des gens, voilà. Mais qu'est-ce que c'était frustrant d'être là et de pas pouvoir filmer certaines choses, enfin, franchement. On a pu enregistrer. Donc j'ai tous les enregistrements avec moi de leurs textes mis en musique. Et je vais les réécouter beaucoup, je pense. Mais on peut pas du tout diffuser ça, enfin c'est impossible. C'est vraiment pour nous, alors que je pense que tout le monde devrait voir ça. Pourquoi c'est si important quand tu dis j'étais très frustrée de pas documenter ça. Pourquoi c'est si important? Mais par exemple, il y a eu tout un laïus de l'un des gars qui est en fauteuil roulant et qui nous a raconté son quotidien. Dans la prison. Dans sa manière de pouvoir aller faire autre chose. Exactement. Il aimerait pouvoir lire des livres, mais c'est à l'étage. Donc en fait, rien n'est prévu pour les handicapés là-bas, donc il peut juste pas y aller. Il peut pas non plus faire les activités qui sont dans l'autre bâtiment. Nous, c'était inédit qu'on soit là, et c'est pour ça qu'il était content, parce qu'il a enfin pu faire une activité. Sinon, c'est dans un autre bâtiment auquel il n'a pas accès. Et en fait, rien n'est pensé pour les gens en fauteuil roulant. Et on était atterrés, quoi. En fait, le gars, il va vraiment passer 2 années de sa vie entre les 4 murs de sa cellule, et c'est tout. Et ça, c'était assez puissant quand il nous a raconté tout ça. Et on s'est dit que c'était vraiment la double peine, quoi. C'est vraiment atroce. Il nous a expliqué que en fait, c'était totalement illégal. En principe, maintenant, les prisons sont censées pouvoir accueillir les gens handicapés. Et donc, ils pourraient, en fait, les attaquer ou, je sais pas, en tout cas, faire remonter l'information. Mais il le fait pas du tout parce que vaut mieux se tenir à carreau pour... il veut pas se mettre en bisbille avec qui que ce soit. Il veut sortir vite. Et il va sortir vite, d'ailleurs. Mais ce genre de témoignages, je les trouve hyper importants. Parce qu'en fait, je sais pas, mais moi j'ai découvert ça. J'y avais pas pensé avant. J'ai pu voir de mes propres yeux la vétusté des lieux. Il manque des carreaux aux fenêtres. Donc en hiver, en Alsace, il y en a qui ont de l'eau chaude, il y en a qui l'ont pas. Dans un autre bâtiment, il n'y a plus d'eau chaude depuis... c'est ouf quand même. C'est ouf. Et ça, je trouve qu'on devrait... même s'il y a des choses qui existent, et puis si on se renseigne, il y a même des belles BD, des trucs, des livres sur les prisons et tout, mais
moi, je trouve qu'on devrait tous sortir manifester pour ça. Et en fait, eux, ils peuvent pas aller manifester. Nous, on n'y va pas. Rien ne change vraiment. Les prisons, c'est désastreux. La France est un pays très, très mal noté pour ses prisons. C'est catastrophique. Voilà, pour ça, j'aurais aimé juste l'enregistrer, quoi. Tu y retourneras. Peut-être pas là, puis je lui souhaite de plus y être quand j'y retournerai. Mais... Est-ce que c'est lui qui... Peut-être. Qui va venir au festival, on ne sait pas. Peut-être, on ne sait pas. J'ai une question maintenant, après cette expérience. Comment tu reviens, toi, à ton violoncelle, seul? C'est-à-dire, comment oui, tu reviens à ton instrument dans ta chambre. Quel rapport? Est-ce que ça a transformé quelque chose du rapport à ton instrument, à ton imaginaire? Alors, honnêtement, en ce moment, je suis dans un rush total d'écriture de notre deuxième album avec Paul, avec le duo. Donc en fait, on est rentrés et on s'est mis au travail comme des malades parce qu'il nous reste une semaine avant d'enregistrer. D'accord. Et là où je peux pas vraiment répondre à ta question parce que même si c'est là, voilà, on s'est mis à fond dans le travail et tout. Par contre, on a un morceau qu'on a rajouté. On a repris un truc qu'on avait écrit justement au centre de détention et on va l'ajouter à l'album. Donc au niveau du timing, c'est assez fou parce que voilà, à une semaine près, on enregistre et voilà, on va l'intégrer parce que c'est clair que c'est quand même là dans nos têtes, quoi. Mm-hmm. Donc il manque le texte qui va dessus, mais... Je voudrais terminer en te faisant rebondir sur cette idée d'ancrage par rapport à ton instrument. Je ne sais pas si ça t'a parlé, ce que j'ai dit au début ou pas du tout, mais ça m'intéresse beaucoup de savoir de connaître le regard que tu portes sur cette idée, oui, de profondeur organique quand tu joues. Est-ce que... Est-ce que tu as cette image-là quand tu joues? Est-ce que c'est une quête ou pas du tout? Alors ça me fait un peu sourire parce que j'ai vraiment eu l'impression toute ma vie de manquer de ça. Et d'ailleurs on me l'a beaucoup dit. Mais je pense que ça me fait très plaisir en fait parce que probablement que les choses ont changé, mais j'ai souvent été un petit peu en l'air, moi, en jouant, un petit peu en apnée, un petit peu... le stress, en fait, ça me faisait ça avec mon violoncelle, de fuite, tu vois, tout monter un peu. Et je suis ravie que tu aies une sensation différente parce que c'est vraiment une quête, pour le coup. Une quête depuis de longues années. Et le violoncelle, en plus, c'est un instrument qui nécessite d'être vraiment ancré dans le sol. On est assis, donc y a un rapport, voilà, un petit peu un château de cartes aussi avec lui. C'est gros comme instrument, y a quelque chose de volumineux qui doit être très ancré pour résonner comme il faut. Mais c'est pas évident à trouver. Pourtant, c'est un instrument très ergonomique. Enfin, voilà, c'est comme faire un câlin, quoi. Mais curieusement... voilà, avec les années, enfant, avec les stress et tout ça, moi j'avais développé un truc un peu en l'air et puis du coup un petit peu dans la force à des moments comme ça. Et puis il a fallu que... C'est réussi. Cool. Merci beaucoup Michel. Merci à toi Julia. Merci.